Lorsque les États-Unis entrent finalement dans la Première Guerre mondiale, en avril 1917, leur armée accuse un retard technologique catastrophique. Ils ne disposent d'aucune artillerie moderne réellement utilisable, sont totalement passés à côté des progrès de l'aviation, ainsi que de l'apparition de nouvelles armes, dont bien sûr les chars de combat. On peut même dire que l'armée américaine est encore moins bien préparée que les armées européennes en 1914. Il y a bien eu quelques prototypes de chars, comme par exemple le CLB-75 développé fin 1916. Il s'agit en réalité d'un tracteur agricole de la CL Best Gas Traction Company, concurrent direct de la Holt Manufacturing Company, dont les tracteurs Holt sont à l'origine de quasiment tous les chars. Sur ce tracteur est montée une superstructure blindée surmontée d'une tourelle armée de 2 canons de 75 mm. Mais le châssis est totalement inadapté à ce type de modification, si bien que les 2 prototypes produits se contenteront de participer à des parades et à des entraînements de la garde nationale en Californie. Ce n'est pas sans rappeler le Bob Semple néo-zélandais, mais là, on s'égare. Revenons à la Première Guerre mondiale. Le corps expéditionnaire américain doit donc être équipé par la France et le Royaume-Uni, qui fournissent entre autres canons, avions et chars. Mais cette solution ne peut être que provisoire. Leurs capacités industrielles sont déjà au bord de la rupture après plusieurs années de guerre, et équiper les troupes américaines se fait uniquement au détriment de leurs propres armées. Les États-Unis disposent cependant d'un atout majeur, une puissance industrielle colossale, encore largement disponible. Ils entreprennent alors la production sous licence du char léger français Renault FT, rebaptisé M1917, ainsi que le développement du char lourd Mark 8, de conception presque entièrement britannique. Mais sans aucune expérience dans le domaine, et avec en plus des systèmes de mesure différents, même la mise en production d'un char déjà opérationnel comme le Renault FT prend un temps considérable. Pour tout dire, alors que les premiers M1917 devaient être livrés à partir d'avril 1918, aucun n'arrivera avant la fin de la guerre. Comprenant que cela ne s'annonce pas très bien, l'armée américaine demande au constructeur automobile Ford de concevoir un engin blindé simple, pouvant être produit en très grand nombre rapidement et au passage être moins coûteux que le Renault FT. Ford est alors, et de très loin, le premier constructeur automobile au monde, produisant plus de voitures que tous les autres constructeurs réunis, dominant le marché avec sa déjà célèbre Ford T, fabriquée à plus de 500 000 exemplaires par an. L'idée de Ford est simple, reprendre le concept du Renault FT tout en utilisant un maximum de pièces automobiles déjà existantes. C'est ainsi que naît le premier char réellement fonctionnel 100% américain, le M1918 Ford 3 tonnes. Particulièrement compact, il mesure 4,30 m de long pour 1,68 m de large et 1,60 m de haut, le tout pour un poids de seulement 3 tonnes, soit 2 fois moins qu'un Renault FT. Il devient ainsi le plus petit et léger char de la guerre. Ces caractéristiques lui permettent non seulement d'être facile et rapide à produire, mais aussi facilement transportable. Il faut également replacer ce char dans son contexte. On assiste alors à un allègement général des chars. Après les lourds Mark de 28 tonnes ou les Saint-Chamond de 23 tonnes, on est passé au Renault FT de 6 tonnes 5 et Whippet de 14 tonnes. Des engins plus légers, moins coûteux et plus mobiles. Mais cela a un prix. La taille très compacte du Ford, combinée à un déséquilibre des masses dû au positionnement des moteurs à l'arrière, le rend incapable de franchir même une tranchée basique, ce qui est tout de même problématique dans une guerre de tranchées, vous en conviendrez. La solution trouvée fut alors très simple. Ils reprirent simplement l'idée de la queue de franchissement du Renault FT. Le train de roulement rappelle lui aussi immédiatement le FT, avec sa grande roue avant caractéristique. En revanche, les chenilles sont très étroites, avec seulement 178 mm de large. Par souci de simplicité, Ford fait également l'impasse sur les suspensions. Ford oblige, le char est propulsé par 2 moteurs Ford T, chacun entraînant une chenille. La puissance cumulée atteint 45 chevaux, soit un rapport poids-puissance d'environ 15 chevaux par tonne. Cela lui permet d'atteindre 13 km/h sur route pour une autonomie d'environ 55 km. Une vitesse très correcte pour l'époque, où les chars sont encore conçus avant tout pour accompagner l'infanterie, les Mark et le Renault FT ne dépassent pas les 6 ou 7 km/h. Le Ford est donc au niveau du Whippet.
Mais comme vous pouvez facilement l'imaginer, qui dit faible poids dit blindage limité. Celui-ci varie de 12,7 mm à l'avant à seulement 6 mm à l'arrière et au plancher. C'est peu, même pour l'époque. Le Mark IV dispose de 14 mm à l'avant et le Renault FT monte à 16 mm. Le Ford 3 tonnes est donc le char le moins protégé de la guerre. À titre de comparaison, la balle perforante allemande K peut percer 13 mm à 100 mètres, et le fusil anti-char Tanngewehr, produit à partir de mai 1918, perce 18 mm à 500 mètres. Si le char de Ford peut éventuellement compter sur sa petite taille, le rendant plus difficile à toucher, il paraît en revanche bien peu crédible de l'imaginer charger de front les positions allemandes. Son unique armement se limite à une mitrailleuse de calibre 7,62. À l'origine, il s'agit de la Marlin M1917, rapidement remplacée par la Browning M1919, plus fiable et plus performante. Afin de simplifier au maximum la fabrication, le char ne dispose pas de tourelle. La mitrailleuse est donc simplement positionnée à l'avant gauche de la caisse. On notera que son champ de tir est extrêmement limité, avec seulement 21 degrés de débattement horizontal et 38 degrés en vertical. Il semble qu'une version armée d'un canon de 37 mm ait été un temps envisagée, mais resta visiblement au stade de simple intention sans suite concrète. Comme sur le Renault FT, l'équipage se limite à 2 hommes. Mais ici, ils sont placés côte à côte et non l'un derrière l'autre, le tireur à gauche et le conducteur à droite. Un détail particulièrement problématique concerne la motorisation. Les 2 moteurs sont situés juste derrière l'équipage, sans aucune cloison de séparation, contrairement au Renault FT qui disposait lui d'une séparation. Cela se traduit non seulement par un bruit assourdissant dans cette boîte en fer, mais aussi par un danger extrême. Si le réservoir d'essence est touché et prend feu, l'équipage n'a aucune chance de s'en sortir. La priorité ayant été donnée au M1917, dont le développement prend un retard considérable, le programme du Ford 3 tonnes se retrouve lui aussi ralenti. Son développement n'est finalement achevé que vers la mi-1918. Mais comme souvent aux États-Unis, on voit les choses en grand. Le commandement passe immédiatement une commande pour pas moins de 15 000 exemplaires, les 500 premiers devant être livrés dès janvier 1919. Un premier exemplaire est envoyé en France pour des essais menés en octobre 1918. Cependant, comme vous l'avez probablement déjà deviné, les Américains doivent rapidement reconnaître qu'il ne peut pas être considéré comme un véritable char d'assaut, en raison de son blindage trop faible et de son armement insuffisant. L'armée française le teste également et, sans grande surprise, le juge inférieur au Renault FT. Mais s'il ne peut rivaliser avec le FT en tant que char de combat, tout n'est pas à jeter pour autant. Une nouvelle mission lui est rapidement trouvée. De char d'assaut, il devient alors un véhicule de soutien chargé du transport de matériel et de munitions, ainsi que de tracteurs d'artillerie légère, notamment pour le canon 75 M1897, utilisé en grand nombre par le corps expéditionnaire américain. On pourrait même qualifier le Ford 3 tonnes de première chenillette de l'histoire, même si ce concept n'existe pas encore à l'époque. Mais voilà, l'armistice est signé en novembre 1918, à peine un mois plus tard. La commande des 15 000 Ford 3 tonnes est alors immédiatement annulée. Au final, seuls 15 exemplaires de présérie auront eu le temps d'être produits avant la fin de la guerre et, finalement, aucun char de fabrication américaine ne combattit durant la Première Guerre mondiale. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poursuivre votre visite avec nos autres vidéos sur le même thème. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner.